Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Les personnes handicapées seront-elles les grandes perdantes du quinquennat Macron ? Le 9 octobre dernier, c'était la journée mondiale du handicap, un événement symbolique visant à rappeler aux gouvernants la nécessité d'agir pour que les personnes souffrant de handicap puissent vivre comme tout le monde, en individus libres et autonomes. Un très mauvais timing pour notre pouvoir politique puisque 2 jours plus tôt seulement, les députés de la majorité présidentielle rejetaient un texte de loi précisément supposé accorder à ces personnes une plus grande autonomie. Et alors que le handicap, puisqu'il pourrait demain toucher chacun d'entre nous, concerne l'ensemble des Français, c'est ici l'occasion pour nous de faire ensemble le bilan de 5 années de politique du handicap version Emmanuel Macron. Un bilan, hélas, parfois très éloigné de l'image d'inclusivité que certains aimeraient donner à ce gouvernement. Proposition de loi qui a été donc débattue précisément hier à l'Assemblée, mais sans succès. La question de savoir s'il faut ou non attribuer l'allocation adulte handicapé sans prendre en compte les revenus du conjoint, comme c'est le cas aujourd'hui. J'ai une maladie invalidante à plus de 82%. Mon mari perçoit, lui, environ 2 000 € par mois, ce qui fait que les ressources du conjoint, en tant que marié, sont prises en compte. C'est lui qui prend en charge cet handicap. Moi, je perçois juste 35 € par mois, donc une misère. Ce qui est fou, c'est l'attitude pitoyable, je pèse mes mots, du gouvernement, qui a fait preuve d'une froideur technocratique invraisemblable, qui a contre lui toutes les oppositions. Enfin, si j'arrive à me mettre d'accord avec les communistes, c'est sûrement qu'il y a un sujet sur cette question-là. Et voilà 4 fois que ce texte revient. Cette PPL ne pourra pas s'appliquer avant des années parce qu'aucun système informatique ne pourra la mettre en œuvre. Alors les promesses incantatoires, les promesses Je suis désolée, nous sommes le gouvernement des droits réels, pas des droits incantatoires. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui auraient-ils un problème avec les handicapés ? Le 7 octobre dernier, l'Assemblée nationale débattait d'une proposition de loi intitulée « Justice et autonomie en faveur des personnes en situation de handicap ». Un texte qui contenait comme mesure phare la déconjugalisation de l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés. Alors de quoi s'agissait-il précisément ? Aujourd'hui, toute personne reconnue comme en situation de handicap, présentant une incapacité totale ou partielle de travailler, peut prétendre à une aide financière, cette fameuse AAH. Une mesure de solidarité nationale parfaitement compréhensible. Et c'est pourtant bien là que se trouve le problème, car si l'AAH est supposée permettre à chacun de vivre sa vie, son montant ne dépend pas en réalité des revenus de la personne, mais du revenu du ménage. En d'autres termes, si demain vous vous retrouvez handicapé, dans l'incapacité de travailler, mais que votre femme ou votre mari continue de gagner un salaire jugé suffisant par l'administration, vous n'aurez droit à rien. Et du fait de ce même mécanisme, si demain une personne handicapée dans l'incapacité totale ou partielle de travailler fait le choix de se marier ou de se pacser avec quelqu'un qui travaille, elle verra son AAH diminuer considérablement, voire même lui être retirée. On parle pourtant là de niveaux de revenus que l'on peut difficilement qualifier d'excessifs, puisqu'à titre d'exemple, si un bénéficiaire de l'AAH ne pouvant pas du tout travailler se marie aujourd'hui avec une personne gagnant plus de 1 600 € par mois, son allocation lui sera purement et simplement supprimée. 1 600 € par mois pour 2 personnes, voilà très clairement des revenus de privilégiés qui rendraient jaloux plus d'un député de La République En Marche. Ou pas. Des personnes en situation de handicap disent qu'elles vivent en couple dans la clandestinité. D'autres disent, et c'est des termes violents, le mariage n'est pas pour tous. Le mariage n'est pas pour tous parce que pour vous, le mariage, finalement, c'est du coup retirer l'indépendance, y compris financière, de la personne handicapée. Oui, et pour certaines jeunes en situation de handicap, c'est une dépendance à vie. Depuis plusieurs années, elle souffre d'une maladie auto-immune qui détruit petit à petit ses articulations. Elle ne peut plus travailler. Elle bénéficie donc de l'allocation adulte handicapé. Mais quelques mois après s'être pacsée et avoir emménagé avec son conjoint, la mauvaise nouvelle tombe. Son allocation est fortement réduite. Et bientôt, avec l'augmentation de salaire de son compagnon, elle sera supprimée. On ne peut pas rencontrer quelqu'un en disant adopte-moi, quoi. Attention, il ne va pas y avoir que le regard des autres que tu vas devoir affronter, il y a aussi le fait que tu vas devoir subvenir à mes besoins. Si en plus il doit sponsoriser mon handicap,
je ne me sentirais plus de prendre des décisions, de donner mon avis. Et donc, je me sentirais comme une mineure à vie. La conséquence directe, elle a été celle de devoir rompre notre pax et fiscalement, on se sépare. Il ne doit plus du tout faire partie de ma vie en ce qui concerne l'argent, les factures, quoi que ce soit. Bien sûr, cette réalité, indigne d'un grand pays, provoque des situations ubuesques. D'un côté, elle dissuade les personnes handicapées de se marier, car le mariage correspond ici à une chute de revenus, voire pousse certains couples à divorcer à l'amiable pour s'assurer de revenus de subsistance. Et de l'autre côté, elle plonge les personnes mariées, contractant un handicap, dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur conjoint, à l'opposé de toute idée d'autonomie de l'individu, sans même évoquer les imbroglios juridiques et économiques le jour où les personnes décident de se séparer. En bref, nous sommes ici devant un non-sens absolu dont les victimes sont déjà les personnes les plus fragilisées. D'où l'idée de déconjugaliser l'AAH afin de la faire dépendre des seuls revenus de la personne, que cette dernière soit ou non en couple. Cette proposition avait déjà été débattue en juin dernier à l'Assemblée nationale. C'était alors le groupe parlementaire communiste qui l'avait proposée. Mais les députés de la majorité présidentielle, République en marche et Assimilés, avaient alors fait échec au projet, malgré le soutien de tous les autres groupes politiques. D'abord, je ne peux pas redire à quel point cette méthode qui a consisté depuis ce matin à systématiquement déposer un amendement de suppression sur chacun des 7 articles est une méthode invraisemblable. Il a été proposé une première fois par Marie-Georges Buffet à l'Assemblée. Et là, comme les marcheurs sont mal à l'aise à dire non, 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 non sur cette question, on a eu des tas d'excuses. Vous posez les bonnes questions, mais pas au bon moment. Certaines propositions relèvent du projet de loi de finances. Les mesures proposées dans le cadre de la proposition de loi arrivent de manière précipitée. Cette PPL ne pourra pas s'appliquer avant des années parce qu'aucun système informatique ne pourra la mettre en œuvre. Alors les promesses incantatoires. Le 7 octobre, elle a donc été remise sur la table, cette fois par le député du Parti Les Républicains, Aurélien Pradié, rapporteur du projet de loi en faveur de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Sauf qu'encore une fois, les députés LREM ont fait en sorte que tous les articles de ce projet de loi soient supprimés, ceux supprimant toute mention de la situation maritale des personnes, donc enterrant une fois de plus l'individualisation de l'AAH, mais aussi ceux permettant d'élargir le champ d'application de lois existantes aux personnes souffrant de handicaps mentaux ou neurologiques. Ainsi, les députés de la majorité ont-ils fait obstacle à des mesures favorisant l'émancipation, l'intégration et l'autonomie des personnes en situation de handicap. Mais en réalité, si l'on revient sur l'ensemble du quinquennat d'Emmanuel Macron, on se rend compte que ce n'est pas la première fois. On rappellera ici la loi Elan, présentée en Conseil des ministres le 23 novembre 2018, il y a 3 ans. Cette loi, que d'aucuns auront peut-être oubliée, abaissait en catimini les exigences en termes d'accessibilité des logements neufs aux personnes handicapées. Jusqu'alors, depuis 2005, la loi imposait que tous les logements et bâtiments publics nouvellement construits soient accessibles à 100% aux personnes handicapées. En cas de rénovation ou d'extension de bâtiments anciens, ceux-ci devaient également être mis en conformité avec ces nouvelles normes. Une loi, malheureusement, pas toujours appliquée, comme les associations de défense des personnes handicapées ne manquaient pas de le rappeler, mais qui avait le mérite de fixer un cap, des objectifs légitimes aux yeux de tous, et dont les fruits commençaient à se voir avec la multiplication, ces 15 dernières années, de rampes d'accès pour fauteuils roulants, d'ascenseurs de grande taille ou d'écriteaux en braille. Mais avec la loi Elan, le gouvernement du Premier ministre d'alors, un certain Édouard Philippe, est venu mettre un brutal coup d'arrêt à tout cela. Fini les 100% de nouveaux logements accessibles aux personnes handicapées, désormais le seuil ne serait plus que de 20%. Pour les 80% de logements restants, on allait se contenter de les rendre évolutifs. En d'autres termes, aucun aménagement ne serait prévu, mais tous devraient pouvoir être faits en cas de besoin si une personne handicapée se portait acquéreuse. Un principe qui semble beau sur le papier, mais qui revient en réalité à dire aux personnes handicapées d'aller se faire voir chez les Grecs. Car sérieusement, quelle personne en fauteuil roulant choisira d'aménager au 2e étage d'un logement sans ascenseur en attendant que l'on fasse évoluer le bâtiment pour répondre à ses besoins, à moins que l'évolution ne se fasse en amont, sur commande, lors de la visite d'appartement par la personne. Et tant que nous y sommes, quelle administration attendra qu'un aveugle arrive à son guichet pour faire installer un panneau d'instruction en braille ? La personne devra-t-elle appeler 48 heures à l'avance pour que les travaux soient réalisés sur mesure en fonction de ses besoins propres ?
Bref, on pourrait presque rire du ridicule de cette loi si la situation générée n'était pas aussi dramatique pour les personnes concernées. Une situation où, par renoncement à faire appliquer les lois existantes et pour économiser des bouts de chandelle, un gouvernement a créé un monstre bureaucratique sur le dos de personnes déjà fragiles, désormais menacées dans leur droit fondamental au logement et donc affectées dans leur vie quotidienne. Je veux être autonome. Est-ce qu'on vous aide à vous ? Non. Bon, alors moi je veux rentrer au restaurant, je veux rentrer au cinéma, je veux rentrer partout, tout seul, sans que l'on m'aide. Au distributeur aussi, impossible pour Franck Maille de retirer sa carte ou ses billets. Ils ne ressortent pas assez, contrairement à ce que recommande la loi handicap. Par exemple, dans l'actualité judiciaire, un handicapé a été débouté en cassation pour un combat qu'il menait pour l'accessibilité des trains. Donc là, en l'occurrence, c'est la condamnation de la SNCF qui a été annulée. On voit que ce qui pourrait passer pour quelque chose de complètement naturel, Madame la Ministre, le fait que les trains soient accessibles aux personnes handicapées ne l'est pas en réalité. Alors, ça avance, on a du retard, on a une planification qui est travaillée avec les associations et ça aussi c'est très important parce que ma politique c'est de construire avec les associations parce que qui est mieux expert de ses besoins que les personnes elles-mêmes. Et l'on en arrive au bilan moins visible du quinquennat Macron pour les personnes handicapées. Car si l'on évoquait jusqu'ici les dispositifs touchant spécifiquement ces personnes, il ne faudrait surtout pas oublier que l'on parle ici, avant tout, cela va sans dire, de citoyens comme les autres, évoluant dans une société, et qui ont souvent doublement à subir les effets du délitement progressif des services de l'État et de la destruction de notre tissu social. Et le handicap ne concernant pas que les adultes, on va prendre ici l'exemple de l'école. Le nombre, comme la proportion d'élèves en situation de handicap par classe d'âge, a nettement augmenté ces dernières décennies. Problème, les capacités des dispositifs de scolarisation adaptés, comme les classes Ulysse, unités localisées pour l'inclusion scolaire, n'ont pas suivi la même évolution. Des classes de ce type ont même fermé dans certains établissements et c'est une autre approche qui s'est développée, à savoir l'intégration directe d'élèves souffrant de handicaps physiques ou mentaux dans le circuit scolaire lambda, dans des classes donc pas toujours adaptées, très souvent surchargées, et où les enseignants trop peu nombreux ne sont pas véritablement formés à accueillir des populations aux besoins spécifiques. Bref, ces élèves qui mériteraient une attention particulière se retrouvent en fait victimes de la politique éducative du gouvernement, dont nous parlions encore récemment ici même dans une vidéo que l'on vous invite à visionner et dont vous trouverez le lien juste en dessous de celle-ci. Mais après, derrière, ce que l'on veut, c'est monter en qualification, avoir accès à un emploi, vivre, se loger au milieu des autres. Donc nous sommes en train de révolutionner la place des personnes handicapées dans la société, avec de l'habitat. La révolution est longue, puisque d'après ce que l'on entend, eh bien, les parents de personnes handicapées trouvent que les auxiliaires de vie manquent, que les classes sont relativement mal adaptées. On part de loin. Regardons dans le rétroviseur. On part de très loin et on a avancé très vite. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tout citoyen en France est capable aussi de faire accélérer ce changement. C'est accepter la différence, c'est se pousser, faire la place aux personnes en situation de handicap. C'est les parents d'enfants qui ne sont pas handicapés qui doivent aussi accueillir cet enfant handicapé. Il en va de la responsabilité de tous, et je dis souvent, nous sommes tous concernés, tous mobilisés pour accélérer cette société inclusive. On n'est pas assez nombreux, et pour pallier à ça, ils nous mutualisent. C'est-à-dire qu'ils nous donnent un nombre énorme d'enfants, et en fait, on n'est pas là, on ne travaille pas sur un point de vue qualitatif. Donc on est là par petites pointes d'heure, et alors que c'est des enfants qui ont vraiment besoin d'aide. Une AESH peut suivre jusqu'à 6 enfants en même temps. Donc les enfants ils sont perdus et... Les enfants n'ont plus d'accompagnatrice. Un enfant handicapé qui a une notification, il faut bien que l'AESH soit là. Mais quand elle a 6 enfants sur un emploi du temps de 24 heures, elle fait comme elle peut, elle n'a pas 6 bras. Et l'AESH, quand elle est là pour les 5 élèves. Du coup, elle se tourne systématiquement, elle essaye d'aider ceux qui sont le plus en difficulté, mais c'est très très difficile à gérer. Et en plus, on n'a pas spécialement non plus d'espace dans la salle, donc il faut trouver des systèmes pour que les Ulysse soient ensemble avec l'AESH. Donc l'inclusion, finalement, même au sein de la classe, elle est pas faite non plus. Les élèves ne se mélangent pas. Nous progressons avec les créations de classes Ulysse, avec les classes spécialisées sur l'autisme. Tous ces progrès s'accompagnent d'une progression de la formation des AESH, 60 heures par an. Du point de vue des AESH, il y a donc eu des progrès importants, non seulement parce qu'il y en a plus, mais parce qu'ils commencent à être mieux payés et mieux stabilisés à l'intérieur de l'éducation nationale. Le salaire moyen, c'est 700 € par mois. Les AESH sont en dessous du seuil de pauvreté, en dessous du SMIC. Moi, avec 24 heures par semaine, j'ai à peine 800 € net par mois. On parle d'école inclusive,
mais on ne nous donne pas les moyens. On a 60 heures de formation, j'ai eu 60 heures de formation en 6 ans. Premier axe majeur des mesures annoncées par Emmanuel Macron, la scolarisation des enfants en situation de handicap. Car ils sont aujourd'hui 8000 en attente d'un accompagnant. On vise le recrutement de 11 500 accompagnants supplémentaires d'ici 2022. Il faudra l'ajuster en fonction des besoins, mais je veux qu'on se fixe comme horizon de ne plus avoir d'enfants sans solution à la rentrée prochaine. Les 8000, c'est 8000 de trop. Et cette solution, elle est atteignable si on se mobilise collectivement. Mais bien sûr, cette réalité est maquillée en réussite par un gouvernement dont l'une des spécialités restera de ne jamais reconnaître aucune erreur. Dès lors, pas une communication du ministère de l'Éducation nationale sans que nous soit vantée l'école de l'inclusivité. Pas un moment sans que l'on se félicite que les élèves en situation de handicap se mêlent aux autres sans le moindre problème, comme si les inégalités et les discriminations avaient été abolies grâce à nos courageux ministres luttant contre vents et marées pour un monde meilleur. Et tant pis si dans les faits le résultat est catastrophique. Tant pis si, faute de moyens humains et matériels, ces enfants à qui l'on a tout de même adjoint les services d'un adulte accompagnant ne peuvent apprendre dans des conditions adaptées. Tant pis si ces accompagnants, les AESH, pour accompagnants d'élèves en situation de handicap, se retrouvent parfois à gérer plusieurs élèves à la fois, à circuler de table en table pour prendre des notes à leur place, participant ainsi, bien malgré eux, à la désorganisation des classes. Tant pis s'ils sont payés au lance-pierre, bénéficient d'une formation au rabais et sont recrutés sous des contrats précaires qui n'existeraient même pas dans le privé. Et tant pis si, le jour où l'AESH est absent, l'élève et le professeur sont sommés de se débrouiller, alors même qu'une trentaine d'autres élèves sollicitent de l'attention. Tant que l'on peut faire passer cela pour un progrès, à grands coups de discours creux et idéalistes sur l'inclusion, bref, tant que les apparences sont sauves, l'essentiel est là. Et qu'importe si ce sont les élèves qui payent les pots cassés. Pour cette rentrée, nous voulons que les élèves en situation de handicap et leurs parents sentent qu'ils entrent dans une école de la confiance. Une école où ils sont attendus et où les accompagnants eux-mêmes se sentent en confiance. C'est la première cause de discrimination au handicap. Jacques Toubon, le défenseur des droits qui a fait son rapport récemment, l'a repointé, encore une fois. C'est la première cause de discrimination. Au-delà des enfants, Emmanuel Macron veut un meilleur accompagnement pour toutes les personnes handicapées, grâce notamment à un numéro d'appel unique, le 360. Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Alors bien sûr, on pourrait se dire que ce bilan est bien noir. Après tout, le gouvernement s'enorgueillit d'avoir revalorisé l'allocation adulte handicapé de plus de 80 € par mois durant le quinquennat. Un mensonge par omission en fait, puisque dit comme ça, on pourrait croire que chaque bénéficiaire de l'AAH gagne 80 € de plus par mois, alors que dans la réalité, c'est uniquement le maximum auquel il est possible de prétendre qui a augmenté de la sorte et que tous les bénéficiaires sont loin de toucher cette somme. Mais surtout, la question n'est pas là. Le fait est qu'aujourd'hui en France, les personnes en situation de handicap souffrent d'une politique qui les entrave dans leur vie quotidienne. Et même, sur certains aspects, d'une manière plus criante aujourd'hui qu'il y a 5 ans. En refusant de déconjugaliser l'AAH, en durcissant les conditions d'accès au logement, en détruisant les structures qui favorisent la vie en collectivité, le pouvoir politique mène une forme de guerre envers ceux qu'il serait de son devoir de protéger. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a intéressé, vous a enseigné quelque chose, a contribué ou vous a donné envie d'approfondir vos propres réflexions sur le sujet, on vous invite bien évidemment à la partager autour de vous pour en faire profiter tout votre entourage. Si vous appréciez notre travail et que vous voulez contribuer à son financement, on vous invite à cliquer sur le lien vers notre page Tipeee en description de la vidéo et à rejoindre la communauté des tipeurs. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif qui permet à tous ceux qui le souhaitent de nous soutenir à hauteur de quelques euros par mois. Et aujourd'hui, si le fil d'actu existe, c'est uniquement grâce à ces tipeurs. On ne le dira jamais assez, mais c'est vous, les tipeurs, qui nous permettez de faire ce travail, de rémunérer l'équipe et de le faire en restant totalement indépendant et donc totalement libre du choix et du traitement de nos sujets. Alors, merci infiniment à tous. Et si vous aussi vous voulez soutenir le fil d'actu, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure sur notre page Tipeee en description de la vidéo. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à nos autres réseaux sociaux pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Vous pouvez aussi laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait plaisir et ça améliore le référencement, donc la visibilité de nos contenus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.